KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Actée, habituellement craintive et douce, s'indigna à son tour. Comment s'y était-il pris pour se l'attacher ? Au lieu de la demander respectueusement à Aulus et Pomponia, il avait par un stratagème enlevé aux parents leur enfant. Il avait voulu en faire non pas son épouse, mais sa concubine, elle, la pupille d'une maison honorable, elle, une fille de roi. Il avait fait venir dans cette maison du crime et de l'infamie. Il avait choqué ses yeux innocents du spectacle d'une orgie abominable. Il avait agi avec elle comme avec une fille de joie. Avait-il oublié ce qu'était la maison d'Éolus ? Qui était Pomponia Graecina qui avait élevé Lygie ? N'avait-il donc pas assez de jugement pour voir que c'étaient des femmes tout autres que Nigidia, que Calvia Crispinella, que Popée et toutes celles qu'il rencontrait dans la maison de César ? En voyant Lygie, n'avait-il donc pas compris aussitôt que c'était une jeune fille pure qui préférerait la mort à l'outrage ? Savait-il quel dieu elle adorait ? Et si ces dieux n'étaient pas plus purs et meilleurs que la débauchée Vénus ou Kyris que vénèrent les Romaines des Vergondés ? Non. Lygie ne lui avait pas fait de confidence, mais elle lui avait dit qu'elle attendait un secours de lui, Vinicius. Elle espérait qu'il obtiendrait de César pour elle l'autorisation de rentrer chez elle, et qu'elle retrouverait Pomponia. Et, le disant, elle rougissait comme une enfant qui aime et qui a confiance. Son cœur battait pour lui, mais il l'avait lui-même effarouché, se l'était aliéné, l'avait indigné. Et maintenant, il peut bien la chercher avec l'aide des soldats de César, mais qu'il sache que si l'enfant de Popée meurt, on soupçonnera Lygie d'en être la cause, et elle sera irrémédiablement perdue. L'émotion commença en Vinicius à se mêler à sa colère et à sa douleur. Entendre dire que Lygie l'aimait le bouleversait au tréfonds de son âme. Il se la remémorait dans le jardin d'Éolus, lorsqu'elle l'écoutait en rougissant et les yeux pleins de lumière. Il lui avait semblé alors qu'elle commençait réellement à l'aimer, et soudain, à cette pensée, l'envahit le pressentiment d'un bonheur 100 fois plus grand que celui qu'il désirait. Il songea qu'il eût pu réellement la voir consentante et au surplus aimante. Elle eût entouré sa porte d'un filet et l'eût enduite de graisse de loup et se fût assise, en tant que sa femme, sur une toison, à son foyer. Il eût entendu de sa bouche la formule sacrale « Où que tu sois, Caius, je serai moi aussi, Caïa. » Et elle serait à lui à jamais. Pourquoi n'avait-il pas agi ainsi ? Il était pourtant prêt à cela. Et voilà qu'elle n'était plus là, et que peut-être il ne la retrouverait pas, et s'il la retrouvait, il pouvait la perdre, et même s'il ne la perdait pas, ni Léolus, ni elle-même ne le voudraient plus. À cet instant, la colère remonta en lui et lui hérissa les cheveux sur la tête, mais cette fois, elle n'était plus dirigée contre les Aulus ou Lygie, mais contre Pétrone. Tout cela était de sa faute. Sans lui, Lygie n'aurait nul besoin de mener une vie errante. Elle serait sa fiancée, et aucun danger ne serait suspendu au-dessus de sa chère tête. Et maintenant, le mal avait été fait, et il était trop tard pour réparer l'irréparable. Trop tard. Il lui sembla qu'un gouffre s'ouvrait à ses pieds. Il ne savait ce qu'il devait entreprendre, comment il devait agir, où il devait se rendre. Actée répéta comme en écho « Trop tard ». Et, dans une bouche étrangère, ces mots résonnèrent à ses oreilles comme une sentence de mort. Il ne comprenait qu'une seule chose. Il lui fallait retrouver Lygie. Sinon, il lui arriverait à lui-même quelque chose de terrible. Et, s'enveloppant machinalement dans sa toge, il voulut partir sans même prendre congé d'Actée. Quand, à cet instant, la portière qui séparait le vestibule de l'atrium s'écarta,
et il vit en face de lui la figure endeuillée de Pomponia Graecina. Elle avait visiblement, elle aussi, appris déjà la disparition de Ligie et, pensant qu'il lui serait plus facile qu'à Aulus de voir acter, elle était venue aux nouvelles. Apercevant Vinicius, elle tourna vers lui son fin visage pâle et, au bout d'un moment, elle lui dit « Marcus, que Dieu te pardonne le mal que tu nous as fait, à nous et à Ligie. » Lui se tenait tête baissée, avec le sentiment de son malheur et de sa culpabilité, sans comprendre quel était ce Dieu qui devait et pouvait lui pardonner, ni pourquoi Pomponia parlait de pardon alors qu'elle eût dû parler de vengeance. Enfin, il sortit désemparé, la tête bourdonnante de pénibles pensées, immensément soucieux et abasourdi. Dans la cour et sous la galerie se tenaient des groupes de gens inquiets. Parmi les esclaves palatiaux, on voyait des chevaliers et des sénateurs venus s'enquérir de la santé de la petite Augusta, et en même temps se montrer au palais et apporter, ne fût-ce que devant les esclaves césariens, une preuve de leur sollicitude. La nouvelle de la maladie de la déesse s'était rapidement répandue, car affluaient sans cesse de nouveaux personnages et, à travers l'ouverture de l'arc, on voyait une foule de gens. Certains arrivant, voyant Vinicius sortir du palais, l'accostèrent pour lui demander des nouvelles, mais lui, sans répondre aux questions, aurait passé son chemin s'il ne s'était heurté, presque nez à nez, à Pétrone, venu lui aussi aux nouvelles, et n'avait dû s'arrêter. Vinicius serait, à sa vue, immanquablement monté sur ses grands chevaux et aurait fait quelque éclat dans le palais de César s'il n'était sorti de chez Actée comme brisé, dans un tel état d'épuisement et d'accablement que son irascibilité innée l'avait même momentanément abandonné. Il écarta cependant Pétrone et voulut passer, mais ce dernier le retint presque de force. « Comment se porte la divine ?» demanda-t-il. Cette contrainte irrita de nouveau Vinicius qui s'emporta aussitôt. « Que l'enfer l'engloutisse, elle et toute cette maison !» répondit-il en serrant les dents. « Tais-toi, malheureux !» répliqua Pétrone. Et, regardant autour de lui, il ajouta précipitamment. « Si tu veux savoir quelque chose sur Ligie, viens avec moi. » « Non, ici je ne dirai rien. Viens avec moi, je te ferai part de mes conjectures dans ma litière. » Passant son bras sur l'épaule du jeune homme, il le fit sortir au plus vite du palais. C'était là ce qu'il voulait surtout, car il n'avait aucune nouvelle. En revanche, en homme déluré qu'il était, et malgré son indignation de la veille, ayant beaucoup de compassion pour Vinicius, enfin, se sentant en quelque sorte responsable de tout ce qui était arrivé, il avait déjà pris quelques mesures et, lorsqu'ils se furent installés dans la litière, il dit « J'ai fait garder toutes les portes par mes esclaves, auxquels j'ai donné le signalement précis de la jeune fille et de ce géant qui l'a emporté du festin chez César, car il ne fait aucun doute que c'est lui qui l'a enlevée. Écoute-moi bien. Il est possible que les Aulus veuillent la cacher dans l'une de leurs propriétés champêtres. En ce cas, nous saurons de quel côté ils l'emmèneront. Si on ne la repère pas aux portes, ce sera la preuve qu'elle est restée en ville. Et aujourd'hui même, nous commencerons les recherches. Les Aulus ne savent pas où elle est, rétorqua Vinicius. En es-tu sûr ? J'ai vu Pomponia. Ils la cherchent, eux aussi. Elle n'a pas pu sortir de la ville hier parce que les portes sont fermées la nuit. 2 de mes hommes surveillent chaque porte. L'un d'eux doit suivre Ligie et le géant, l'autre venir immédiatement m'avertir. Si elle se trouve dans la ville, nous la trouverons parce qu'il est facile de reconnaître ce Lygien, ne fût-ce que par sa taille et sa carrure. Estime-toi heureux que César ne l'ait pas enlevé, et je peux t'assurer qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il n'y a pas de secret pour moi au Palatin. » Vinicius éprouva plus encore de chagrin que de colère, et c'est d'une voix entrecoupée par l'émotion qu'il se mit à raconter à Pétrone ce qu'il avait entendu d'Actée, et quel nouveau danger menaçait Ligie, danger si terrible qu'il faudra, lorsqu'on aura retrouvé les fugitifs, la cacher avec les plus grandes précautions devant Popée. Puis, il se mit à reprocher amèrement à Pétrone ses conseils. Sans lui, tout se serait passé autrement.
Lygie serait chez Léolus, et lui, Vinicius, pourrait la voir tous les jours et serait plus heureux que César. Et s'enfiévrant au fur et à mesure qu'il parlait, il se laissa de plus en plus gagner par l'émotion. Finalement, des larmes de chagrin et de rage ruisselèrent de ses yeux. Pétrone, pour sa part, qui ne s'attendait pas du tout que le jeune homme pût aimer et désirer à ce point, voyant ses larmes de désespoir, se dit dans son fort intérieur avec un certain étonnement : « Ô puissante Cypris, toi seul tu règnes sur les dieux et sur les hommes. » Lorsqu'ils descendirent devant la maison de Pétrone, le responsable de l'atrium leur déclara qu'aucun des esclaves envoyés aux portes n'était encore rentré. L'Atriensis leur avait fait porter de la nourriture et donné l'ordre, sous peine d'être fouettés, d'être vigilants envers tous ceux qui sortaient de la ville. « Tu vois, observa Pétrone, ils sont sans doute encore dans la ville et, en ce cas, nous les trouverons. Néanmoins, ordonne à tes gens aussi de veiller aux portes, à ceux notamment qui avaient été envoyés chercher Lygie, car ceux-ci la reconnaîtront facilement. »« J'ai ordonné de les envoyer aux ergastules, dit Vinicius, mais je vais sans tarder révoquer cet ordre, qu'ils aillent aux portes. » Puis, ayant écrit quelques mots sur une tablette enduite de cire, il la remit à Pétrone, qui la fit aussitôt porter à la maison de Vinicius. Après quoi, ils entrèrent sous le portique intérieur et là, s'étant assis sur un banc de marbre, ils causèrent. La blonde Eunice et Iras leur avancèrent de petits escabeaux en bronze pour leurs pieds, puis, ayant rapproché de leur banc une table basse, elles versèrent dans leur coupe du vin, contenu dans de merveilleuses aiguières à col étroit, importées de Volaterrea et de Serina. « As-tu parmi tes gens quelqu'un qui connaisse cet énorme lygien ?» demanda Pétrone. « Atacinus et Gulon le connaissaient. Mais Atacinus est tombé hier près de la litière et j'ai tué Gulon. »« Je le regrette, lui, » observa Pétrone. « Il nous a portés, non seulement toi, mais aussi moi, dans ses bras. »« Je voulais même l'affranchir, » ajouta Vinicius, « mais peu importe. Parlons plutôt de Lygie. Rome est une mer. Les perles se pêchent justement dans la mer. Il est certain que nous ne la retrouverons pas aujourd'hui, ni même demain, mais nous la retrouverons à coup sûr. Tu me reproches maintenant de t'avoir suggéré ce moyen, mais ce moyen était en lui-même bon. Il n'est devenu mauvais que lorsqu'il a mal tourné. Tu as pourtant entendu Ulysse dire qu'il avait l'intention de se transporter avec toute sa famille en Sicile. Lygie serait ainsi de toute façon loin de toi. Je les aurais suivis, répliqua Vinicius. Et, en tous les cas, elle serait en sécurité. Alors que maintenant, si cet enfant meurt, Popée finira par croire elle-même, et elle le fera croire à César, que c'est de la faute de Lygie. C'est bien ça. Cela m'inquiète moi aussi. Mais cette petite poupée peut encore guérir. Si au contraire elle devait mourir, nous trouverons bien alors quelque solution. Cela dit, Pétrone réfléchit un moment, puis il ajouta : Popée professe, paraît-il, la religion des Juifs et croit au mauvais esprit. César est superstitieux. Si nous répandions la nouvelle que Lygie a été enlevée par des fantômes, on le croirait, d'autant plus que ni César ni Aulus Plautius ne l'ont fait, et qu'elle a disparu de façon réellement mystérieuse. Le Lygien à lui seul n'aurait pu réaliser cet exploit. Il aurait eu besoin d'aide, et comment un esclave aurait-il pu, en un seul jour, rallier autant de gens ? Les esclaves se soutiennent mutuellement dans tout Rome. Qui, un jour ou l'autre, le paiera de son sang ? Certes, ils se soutiennent, mais pas les uns contre les autres. Or, dans le cas présent, on sait bien que ce sont les tiens qui seront tenus pour responsables et seront châtiés. Si tu avances aux tiens l'idée des mauvais esprits, ils assureront aussitôt les avoir vus de leurs propres yeux, car, d'emblée, cela les déchargera devant toi.
Pour essayer, demande à n'importe lequel d'entre eux s'il n'a pas vu emporter Ligie dans les airs. Tu verras qu'il te jurera aussitôt sur le bouclier de Zeus qu'il en a bien été ainsi. » Vénitius, qui était lui aussi superstitieux, regarda Pétrone avec une subite et immense inquiétude. Si Ursus n'a pu obtenir des gens pour l'aider et n'a pu l'enlever tout seul, qui donc alors l'a enlevé ? Pétrone se mit à rire. « Tu vois, dit-il, on le croira puisque toi-même y crois déjà à moitié. Tel est notre monde qui se moque des dieux. On le croira et on ne la recherchera pas. Et nous, pendant ce temps, nous la garderons quelque part, loin de la ville, dans une de mes villas ou l'une des tiennes. Mais enfin, qui a bien pu l'aider ? » « Ces coreligionnaires, répondit Pétrone. Quels coreligionnaires ? Quelle divinité vénère-t-elle ? Je devrais le savoir mieux que toi. Presque toute femme à Rome vénère quelque divinité. Il est hors de doute que Pomponia l'a élevée dans le respect de la divinité qu'elle-même adore. Mais quelle est cette divinité ? Ça, je l'ignore. Une chose est certaine, c'est que nul ne l'a vue, dans quelque temple que ce soit, déposer des offrandes à nos dieux. On l'a même accusée d'être chrétienne, mais c'est peu vraisemblable. Le tribunal de famille l'en a disculpée. On dit des chrétiens que non seulement ils adorent une tête d'âne, mais encore qu'ils sont des ennemis du genre humain et commettent les crimes les plus infâmes. Par conséquent, Pomponia ne peut être chrétienne car sa vertu est bien connue. D'autre part, une ennemie du genre humain ne se conduirait pas avec les esclaves comme elle le fait. Dans aucune maison, on ne se comporte avec eux comme chez les Éolus, observa Vénitius. Alors, tu vois, Pomponia m'a mentionné un dieu qui serait un, tout-puissant et miséricordieux. Où a-t-elle fourré tous les autres ? C'est son affaire. Toujours est-il que son logos ne serait sans doute pas très puissant et devrait plutôt être un bien piètre dieu s'il devait n'avoir que 2 adoratrices, Pomponia et Ligie, avec leur Ursus par-dessus le marché. Ce dieu doit avoir d'autres adeptes, et ce sont eux qui sont venus en aide à Ligie. Cette fois commande de pardonner, ajouta Vinicius. J'ai rencontré chez Acté Pomponia qui m'a dit « Que Dieu te pardonne le mal que tu nous as fait, à Ligie et à nous. » Leur Dieu est un curator plein de bonne volonté. Eh bien, qu'il te pardonne, et en signe de pardon, qu'il te rende la jeune fille. Je lui offrirai demain une hécatombe. Je ne veux ni manger, ni prendre de bain, ni dormir. Je vais mettre une lacerne sombre et sortir errer dans la ville. Peut-être sous ce déguisement la retrouverai-je. Je suis malade. Pétrone le regarda avec un certain apitoiement. Les yeux de Vinicius étaient réellement cernés. Ses prunelles brillaient d'un éclat fiévreux. Une barbe non rasée le matin recouvrait d'une bande sombre ses fortes mâchoires. Ses cheveux étaient en désordre, ce qui fait qu'il avait l'air d'être vraiment malade. Iras et la blonde Eunice le regardaient aussi avec compassion, mais lui semblait ne pas les voir. Pétrone et lui ne prêtaient la moindre attention aux esclaves, comme si elles eussent été des chiens, tournant autour d'eux. « Tu as de la fièvre, remarqua Pétrone. En effet. Alors écoute-moi. J'ignore ce que le médecin te prescrirait, mais je sais comment j'agirais à ta place. Eh bien, avant que celle que tu cherches ne se retrouve, je rechercherai dans une autre ce qui me manque avec elle. J'ai vu dans ta villa des corps exquis. Ne me contredis pas. Je sais ce que c'est que l'amour, et je sais que lorsqu'on en désire une autre ne saurait la remplacer. Mais on peut toujours trouver dans une belle esclave, ne fût-ce qu'un divertissement passager. Je n'en veux pas, répliqua Vinicius. Pétrone, qui avait pour lui une réelle affection et qui désirait vraiment adoucir sa peine, se mit à réfléchir sur ce qu'il devait faire. « Peut-être que les tiennes n'ont pas pour toi le charme de la nouveauté, dit-il au bout d'un moment. Alors, et il jeta un coup d'œil tour à tour sur Héras et sur Eunice, puis il posa sa main sur la hanche de la jeune grecque à la chevelure dorée.
Regarde bien cette charite. Il y a quelques jours, Fonteius Capiton m'en offrait 3 merveilleux éphèbes de classe domaine. Vu que même Scopas n'a sans doute créé de plus beaux corps. Je ne comprends pas moi-même pourquoi je suis jusqu'à présent resté indifférent envers elle. Ce n'est pourtant pas la pensée de Chrysothémis qui m'en a empêché. Eh bien, je te la donne. Prends-la. À ces mots, Eunice devint pâle comme un linge. Et, regardant Vinicius avec des yeux épouvantés, retenant son souffle, elle sembla attendre sa réponse. Mais lui se leva brusquement, et serrant ses tempes dans ses mains, il se mit à parler précipitamment comme un homme qui, miné par la maladie, ne veut rien entendre. Non, non, je n'en ai que faire. Je n'ai que faire de tout autre. Je te remercie, mais je n'en veux pas. Je sors chercher l'autre dans la ville. Fais-moi apporter une lacerne gauloise à capuchon. Je vais aller de l'autre côté du Tibre. Si seulement je pouvais voir Ursus. Et il sortit à la hâte. Voyant qu'il ne pouvait réellement tenir en place, Pétrone n'essaya pas de le retenir. Toutefois, prenant le refus de Vinicius pour une aversion momentanée pour toute autre femme que Ligie, et ne voulant pas que sa magnanimité fût vaine, il dit en s'adressant à l'esclave : « Eunice, tu prendras un bain, tu t'oindras le corps et tu te changeras. Puis tu iras chez Vinicius. » Elle tomba à genoux devant lui et, les mains jointes, elle le supplia de ne pas l'éloigner de la maison. Elle n'ira pas chez Vinicius. Elle préfère porter ici le bois à l'hypocostume que d'être la première parmi les domestiques. Elle ne veut pas. Elle ne peut pas. Et elle le supplie d'avoir pitié d'elle, qu'il ordonne de la faire fouetter tous les jours, pourvu qu'il ne la renvoie pas. Tremblant comme une feuille, autant de crainte que d'exaltation, elle tendit ses mains vers lui, qui l'écoutait étonné. Qu'une esclave osât supplier de ne pas exécuter un ordre, osa dire « je ne veux pas et je ne peux pas », était une chose tellement inouïe à Rome que Pétrone, sur le coup, n'en voulut pas croire ses oreilles. Il fronça enfin les sourcils. Il était trop raffiné pour être cruel. Ses esclaves, surtout lorsqu'il s'agissait de débauche, avaient plus de liberté que d'autres à la condition d'accomplir de façon exemplaire leurs tâches et de révérer la volonté de leur maître à l'égal de celle des dieux. En cas de manquement à ces deux devoirs, il savait ne pas leur épargner les châtiments d'usage. Et comme à part cela, il ne supportait ni les contrariétés, ni tout ce qui troublait sa tranquillité, il regarda un moment la jeune femme agenouillée et lui dit : « Va chercher Thérésias et reviens avec lui. » Eunice se releva tremblante, les larmes aux yeux, et s'éloigna, puis revint au bout d'un moment avec l'Atriensis, le Crétois Thérésias. « Tu prendras Eunice, dit Pétrone, et tu lui donneras 25 coups de verge, sans toutefois lui abîmer la peau. » Cela dit, il se rendit dans sa bibliothèque, et s'asseyant à une table de marbre rose, il s'attela à son festin de trimalcion. Trop préoccupé cependant par la fuite de Ligie et la maladie de la petite Augusta, il ne put travailler longtemps. Cette maladie surtout était grave. L'idée lui vint à l'esprit que, si César finissait par croire que Ligie avait jeté un sort à la petite Augusta, la responsabilité pourrait en retomber sur lui aussi, Pétrone, vu que c'était à sa demande que l'on avait fait venir la jeune fille au palais. Il espérait cependant qu'il saurait, dès la première entrevue avec César, lui expliquer l'absurdité d'une semblable hypothèse. Il comptait aussi un peu sur le certain faible que Poppée avait pour lui, faible qu'elle dissimulait soigneusement à vrai dire, mais pas assez soigneusement pour qu'il ne pût le deviner. Aussi, au bout d'un moment, haussa-t-il les épaules à la pensée des craintes qu'il avait assaillies, et décida-t-il de descendre au triclinium pour s'y restaurer, puis de se faire porter une fois encore au palais, ensuite au Champ de Mars, et enfin chez Chrysothémis. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier.
une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.